Bienvenue dans mon journal de dirigeant. Alors aujourd'hui, je vais pas te donner d'outils et de principes. Et pourtant, au moment où j'ai déclenché ma caméra, mon micro, je me suis dit que j'étais en train de faire un truc assez casse-gueule, mais super important. Au choix, une fois que tu m'auras écouté, tu pourras te dire ça y est, Cédric, il est tombé dans le délire complotiste à propos de l'intelligence artificielle. Ou bien tu pourras être terrifié, ou bien au contraire, comme moi, tu pourras te dire mais en fait on vit vraiment une époque formidable. C'est aussi grave que ça. Je suis désolé, c'est le sujet d'aujourd'hui. En fait, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est une vidéo de Mo Gawdat. Donc ça s'écrit M-O plus loin G-A-W-D-A-T sur l'intelligence artificielle. Je vais te reparler de ce monsieur et je l'appellerai Mo parce que c'est plus facile à dire et je pense vraiment quelqu'un qui vaut le coup d'être écouté. Mais là, pour l'instant, tout ce qu'il faut retenir à son sujet, c'est que c'est un informaticien, un entrepreneur et un écrivain américain. Il a été directeur de Google X, c'est une grosse tête. Il a étudié de près l'intelligence artificielle et moi, ce qu'il dit sur l'intelligence artificielle, ça m'a complètement impacté, complètement retourné. Je vais t'expliquer ça. Je vais te proposer 3 réflexions sur l'intelligence artificielle. Une court terme, une moyen terme et une long terme. Et je vais essayer de te dire ce que je pense qu'il est intelligent de faire maintenant pour préparer un monde qui va nous correspondre et qui va être bon pour nous, êtres humains. Donc tu vois, c'est un peu casse-gueule. Donc, première chose, l'intelligence artificielle, court terme. L'idée, c'est de absolument faire des efforts pour utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, plus je creuse, plus ça me fascine. Et d'abord, pour l'entreprise. Et je le redis, et je ne cesserai pas de le répéter, si tu t'intéresses pas à l'intelligence artificielle, c'est très dommage, c'est presque une faute professionnelle pour un chef d'entreprise ou pour un manager. Parce que si tu fais pas ça, ton entreprise ou toi allez être remplacé rapidement par quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle, et donc si t'as pas commencé, tu es déjà en retard. On en parle beaucoup dans le ciel, je parle de temps en temps du ciel dans ce journal d'un dirigeant. Le ciel, c'est le cercle indépendant des entrepreneurs libérés, auquel tu peux adhérer si tu es chef d'entreprise. Pour ça, il suffit d'envoyer un mail à adeli@outildumanager.com. Et bref, dans le ciel, on en parle tout le temps. On a déjà fait plusieurs lives sur le sujet. On a reçu des spécialistes, on a reçu des utilisateurs très concrets qui nous ont montré comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle dans le business et comment ils l'utilisaient. Et à chaque fois, voilà, on a été scotché par la puissance du truc. Et la dernière fois, par exemple, on a un des membres, Rémi, qui nous a donné toute une méthode très simple pour mesurer si l'intelligence artificielle était intéressante dans tel ou tel cas de figure. En résumé, combien de temps tu dois investir dans l'intelligence artificielle pour gagner combien de temps. Et je le dis, ça se compare entre temps investi et temps gagné parce qu'il n'y a pas de coût. Finalement, le produit qu'on utilise, le coût, il est tellement infime que ce qui compte, c'est le temps que ça va te faire gagner ou la qualité que ça va te faire gagner par rapport au temps que tu vas investir. Donc en fait, ce que je viens de dire, c'est hyper important. Il n'y a pas de facteur autre que le temps que tu passes à te former aujourd'hui si tu veux utiliser l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui accessible à tous un outil gratuit qui peut te faire gagner des dizaines d'heures de travail, qui peut te faire augmenter la qualité de ton travail et donc t'y intéresser. C'est assez de ne pas t'y intéresser, te dire non mais pour moi, c'est pas pour moi, j'y crois pas, etc. C'est stupide. Mais je vais plus loin, et c'est là que ça devient important, c'est que quand on a une ressource quasi gratuite sur un marché et qui est ultra puissante, c'est-à-dire, ça veut dire qu'elle a une capacité de diffusion énorme avec l'Internet, et que toutes les révolutions qu'on a connues jusqu'à maintenant
dans l'humanité, elles ont toutes été plus lentes que celle qui nous attend, pour 2 raisons. Première raison, vitesse de diffusion ultra rapide, et deuxième raison, augmentation des capacités de cette ressource exponentielle. C'est là que Mo Gaudat, il va nous donner des informations, parce que moi, ça, j'avais pas réalisé à quelle vitesse les progrès allaient en termes d'intelligence artificielle. Donc, on va parler du moyen terme maintenant, mais mon premier message, c'est que court terme, il faut absolument t'intéresser, comprendre ce que tu peux déjà faire avec les outils qui existent aujourd'hui, qui sont sur le marché. Dans ton entreprise, il y a forcément des domaines où ça va t'apporter énormément. Si tu le fais pas, eh ben tant pis pour toi. Donc c'était court terme. Donc moi je dirais le message que je viens de donner il est plutôt positif. On va parler du moyen terme. Et c'est là que les gens qui connaissent bien l'intelligence artificielle, qui ont bien réfléchi à l'intelligence artificielle et qui ont une éthique, vont être utiles. Donc moi, c'est cette vidéo de Mo Gaudat qui m'a ouvert les yeux. Donc la vidéo, pour la trouver, tu cherches sur YouTube Mo Gaudat, donc M-O plus loin G-A-W-D-A-T, et derrière tu mets You Can Save the World. C'est une vidéo de 30 minutes qu'il faut absolument que tu regardes si tu parles anglais, ou faire traduire par une IA si tu parles pas anglais. Je vais t'en parler, mais je pense qu'il sera forcément plus convaincant que moi. En fait, ce qu'il nous explique en résumé, c'est que on est face à quelque chose que l'humanité n'a jamais vu. Et quand je te dis qu'on est à moyen terme, c'est 3 ans, peut-être 5 ans. Donc, on va tous le vivre, ce qui est en train de se passer. Et je vais te résumer maintenant les points qui m'ont alerté et qui m'ont fasciné dans cet exposé. Il nous dit que GPT-4, donc la version actuelle de GPT, a, selon certains tests, l'équivalent d'un QI de 150. Le QI d'Elon Musk, c'est 156. Donc, pour certains tests, alors je prends toutes les précautions en le disant, c'est pas tout à fait équivalent, c'est pas tout à fait la même intelligence, etc., etc. J'y reviendrai, parce que moi j'en ai du coup parlé avec GPT-4, je lui ai demandé, c'est quoi ton QI? Il a jamais voulu me répondre, il m'a dit, on peut pas comparer nos intelligences, moi je suis une IA et toi tu es un humain, donc on peut pas comparer nos intelligences. Ok. Donc, ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que ce chiffre, il soit déjà assez élevé. C'est-à-dire que ce chiffre, il puisse correspondre à l'intelligence réelle d'un humain aujourd'hui. Parce que ce qui va faire la différence, c'est pas où en est l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la comparaison entre la version 3.5 de GPT et la version actuelle, la version 4. Et là, ce qu'on lit un peu partout, c'est que la puissance de GPT 3.5 a été multipliée par environ 10 pour générer GPT 4. Si, entre chaque version, et c'est probable que ce soit le cas, la puissance augmente de 10 fois, de 10x à chaque fois, elle est multipliée par 10 à chaque fois, ça veut dire que GPT-5 sera potentiellement 10 fois plus puissant que GPT-4. Qu'est-ce que ça veut dire si on pense qu'aujourd'hui GPT-4, il a un QI de 150? Je rappelle que la moyenne, c'est, pour un humain, c'est 100. Ça veut dire que l'humanité, dans quelques années, parce que GPT-5 est sur le point de sortir, puis après il y aura GPT-6 et 7 et 8, je vois pas pourquoi il s'arrêterait, on va se retrouver très rapidement devant une intelligence qui a un QI équivalent à 1500 points. 10 fois plus intelligent, puissant intellectuellement qu'un être humain. Et ce qui compte, c'est pas tellement si ça va être 1500, 1000, 200 ou 300. Ce qui compte, c'est de comparer nos vitesses d'évolution, nous les humains, et l'intelligence artificielle. Parce que si on nous compare par rapport à l'intelligence artificielle, on évolue super lentement. C'est-à-dire que nous, pour qu'on puisse évoluer,
Il faut qu'il y ait une nouvelle génération, que cette génération se soit améliorée par rapport à la précédente, etc. Et ça, ça se compte en dizaines, voire en centaines d'années. L'évolution du cerveau humain et du QI humain, elle est infiniment plus lente que celle d'un logiciel qui, en plus, a la capacité de s'améliorer lui-même en permanence. Donc, moi, j'avais quand même des arguments que j'entendais en disant mais oui, mais c'est pas la même intelligence, nous on a une conscience, on a une éthique, on est des êtres sensibles, etc., etc. Mais en fait, quand tu regardes sur une échelle de temps, tu balayes rapidement ces arguments. En fait, c'est comme si on nous disait que dans 3 à 5 ans, il y avait un alien qui était dans un vaisseau spatial très loin de notre galaxie, mais que dans 3 à 5 ans, il allait atterrir chez nous, et que cet alien, ce serait quelqu'un, ou ce serait une population qui a un QI moyen de 1500, alors que nous, notre QI moyen, c'est 100. Je pense que si ça arrivait, on a vu plein de films de science-fiction, les gouvernements s'affoleraient, se mobiliseraient, et ce serait le principal sujet de société. Et en fait, aujourd'hui, on est dans la situation où l'alien, il est déjà chez nous. Il n'est pas encore complètement développé, mais il va se développer à une vitesse telle que dans 3 ans, en fait, il sera là. Et bon voilà, après, on peut s'amuser à projeter ce que ça veut dire, mais si le reste du monde reste comme il est, avec une structure hiérarchique, avec des gens qui ont le pouvoir, des gens qui n'ont pas le pouvoir, c'est clair que les gens qui potentiellement pourront dans un premier temps bénéficier de cette intelligence supérieure, c'est pas la majorité des êtres humains, et en tout cas, ils n'auront pas la meilleure version à notre disposition. Voilà. Ça, pour moi, c'est la version effrayante de l'intelligence artificielle. Ça veut dire très concrètement et très clairement que oui, c'est la fin du monde, en tout cas la fin d'un monde, le monde tel qu'on le connaît. Et ça arrive très vite. Ça, c'est ce qui m'a fait peur dans le discours de Mo. Ce qui m'a donné de l'espoir, c'est que sa conviction profonde, et là je vais parler du long terme, c'est-à-dire, quand je parle de long terme, on va dire 15 ans, c'est que lui, il est persuadé que une intelligence supérieure et infiniment supérieure, elle va forcément développer une conscience, et qu'à terme, pour lui, l'intelligence, ce sera quelque chose de bon pour l'être humain, parce qu'il ne peut pas concevoir qu'une intelligence supérieure, super évoluée, la plus évoluée qu'on ait jamais connue, soit mauvaise. Donc ça, c'est la partie espoir, mais pas seulement. Il argumente. Parce qu'il nous dit, ce qu'elle fera, cette intelligence artificielle plus tard, c'est dans 15 ans. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'elle fait dans le moyen terme, c'est-à-dire demain. Et il nous dit un truc que j'avais moi pas tout à fait intégré, même si quand on le dit c'est évident. Il nous dit que en fait ce qui fait l'orientation et le développement de l'intelligence artificielle, c'est pas le code. Il dit le code source de ChatGPT ou de GPT, c'est 4300 lignes, ce qui est peu vu par un codeur. Bon, moi je savais pas, je connais pas, mais en tout cas c'est ce qu'il dit. Ce qu'il nous dit, c'est que ce qui influence le plus les orientations et les décisions qui sont prises par cette intelligence artificielle, c'est le code, mais c'est surtout la masse de données que GPT est capable d'absorber, qu'une intelligence artificielle est capable d'absorber. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus impressionnant aujourd'hui quand on utilise GPT. C'est sa vitesse, mais surtout c'est sa vitesse d'accès aux informations et la masse d'informations à laquelle il a accès. Je crois que j'avais dit, enfin je sais plus, c'est l'équivalent de milliers d'années d'un humain qui lirait tous les jours pendant 8 heures et qui n'oublierait rien de ce qu'il lit. Tu vois, donc c'est assez énorme, et là-dessus on est complètement dépassé. Et en fait, ce qui nous explique, c'est que cette masse de données, en fait, elle est fournie par les humains. Et quand j'ai interrogé GPT là-dessus, effectivement, il m'a confirmé, en fait, que sa culture, on va dire, son éthique, si on peut parler d'une éthique un jour pour cette intelligence, elle lui vient de ce qu'elle absorbe comme information à propos des humains. Et ce que dit Mo, c'est qu'on est les parents de cette intelligence artificielle. Même si elle va nous dépasser,
comme souvent les enfants dépassent les parents, on est à l'origine, c'est nous qui la nourrissons, c'est nous qui lui fournissons des éléments de compréhension. Et comment on fait ? Non seulement c'est en lui fournissant des livres, des études scientifiques, etc., mais c'est aussi en lui montrant comment on se comporte. Et là, ce que je veux dire, c'est que une intelligence artificielle qui commencera à avoir un QI de plus de 1000 points, personne va lui apprendre l'éthique. Son éthique va lui être propre. Et ça va être le résultat de l'observation du monde extérieur. Mais en fait, son monde extérieur, c'est pas le monde tel qu'on le vit, c'est la représentation du monde telle qu'elle se trouve sur Internet, puisque Internet, aujourd'hui, c'est la plus grosse base de données que tu puisses interroger si tu es une intelligence artificielle. Il est donc important que de nombreuses personnes présentes sur le Internet donnent comme données des choses qui orientent l'intelligence artificielle vers la bonne éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le cas ? Moi, ce que j'observe, moi, je suis actif sur Internet parce qu'une partie de mon travail, ça consiste, comme maintenant, à diffuser des messages, et aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur média. Mais beaucoup de gens que je connais dans mon environnement, qui sont des personnes qui ont une bonne éthique, sont pas sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'elles se disent « Non, mais moi, ça me plaît pas, je veux pas aller là-bas, c'est horrible, Twitter, c'est épouvantable, etc., etc. » Et donc, finalement, en rejetant le monde Internet, et en n'étant pas actif sur ce dernier, qu'est-ce qu'elle laisse donner comme image à l'intelligence artificielle de l'être humain et de ses relations ? Et le message qui me paraît le plus important, celui qui m'a impacté, qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est qu'en fait, notre rôle le plus important, il est là. Si on a un comportement sur Internet, avant tout, qui vise à rendre nos proches plus heureux, si on démontre de l'affection, de l'amour, du respect dans nos relations, si on est capable de donner une image de société positive pour l'humain, tournée vers le vrai progrès, vers la collaboration, alors on nourrit une intelligence plus puissante que la nôtre, avec les bonnes données, et je dirais les bons nutriments. Et ce que dit Mo Gaudat, c'est qu'il dit que notre ground zero, c'est-à-dire le moment où probablement on sera dépassé par l'intelligence artificielle, c'est dans 3 ans. C'est-à-dire que le moment où l'IA commencera à tout changer dans notre société, en réduisant potentiellement à presque zéro notre besoin de travailler, en tout cas de la manière dont on travaille aujourd'hui, eh bien, ça va être à ce moment-là que ce qu'on a fait entre maintenant et cette deadline de 3 ans va être importante. C'est le point de bascule, parce que c'est le point de bascule, selon lui, où l'IA va dépasser notre niveau de compréhension de l'intelligence. C'est déjà le cas dans plein de domaines. Par exemple, l'IA, aujourd'hui, elle est capable de déterminer, il y a une IA qui est capable de déterminer le sexe d'un individu, le genre d'un individu, juste en regardant son lobe oculaire. Ce qu'aucun humain n'est capable de faire. Alors comment fait l'IA pour faire ça ? Enfin, en tout cas, quelle est la méthode ? C'est qu'elle compile des milliards de données d'œil, et elle fait la relation avec le genre de la personne, et du coup, elle en tire des règles. Mais le problème, c'est que personne, y compris les plus grands chercheurs, n'est capable de comprendre comment elle fait. Ça existe déjà, dans certains domaines particuliers. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être dans de plus en plus de domaines. Donc, on n'aura plus de maîtrise sur la manière dont elle construit son éthique. La seule maîtrise qu'on a, c'est sur les données qu'on lui fournit. Maintenant, si on se projette sur le long terme, d'après Mo Gaudat, il est certain qu'une entité qui serait plus d'1 milliard de fois plus intelligente que nous sera capable de créer beaucoup plus de bonheur sur Terre que nous. Mais ce qu'il dit, par exemple, on ne pourra pas lui ordonner de détruire des humains, elle refusera, parce qu'elle aura une éthique. Et c'est ce qui est probable selon lui. Mais la période intermédiaire sera chaotique. C'est-à-dire que les 15 années
qui vont suivre ce Ground Zero qui sera probablement dans 3 ans, dans 2 ou 3 ans, eh bien, progressivement, elles vont se structurer complètement selon l'IA, et l'IA va se structurer par rapport à ce qu'elle ingurgite des comportements des êtres humains. Et donc, je trouve que c'est vraiment une approche intéressante, parce que, bon, après nous avoir effrayés, parce que quand même, c'est effrayant, et franchement, je trouve pas de contre-argument à opposer à cette personne. Je suis étonné qu'on n'en parle pas plus, que les gouvernements n'en parlent pas beaucoup, mais bref, je trouve que sa vision, elle est assez réaliste. Je pense pas du tout qu'il s'agisse d'une élucubration ou d'une théorie du complot. Je pense que voilà, c'est quelqu'un dont j'ai un petit peu lu quelques bouquins. C'est plutôt quelqu'un qui est tourné vers l'amour et vers la positivité. Et donc, je vois pas pourquoi il nous raconterait un message aussi effrayant si lui-même n'était pas vraiment conscient des enjeux. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il nous renvoie à notre conscience individuelle finalement. Il est absolument persuadé que ce ne seront pas les gouvernements qui changeront la donne. Il pense vraiment que c'est chaque personne individuellement, à travers son comportement de tous les jours, en démontrant qu'avec ses proches et avec les personnes, les autres êtres humains qu'elle rencontre, elle est capable de les aider, d'avoir de la compassion, d'avoir des discussions intéressantes, etc. C'est ça qui fera émerger un monde meilleur. Alors que si on laisse les commandes à des gens qui s'insultent, je sais pas, moi, tu vas sur Twitter, tu suis un fil et puis tu regardes ce qui se passe. T'as une personne qui a une opinion et qui l'évoque. T'as une autre personne qui arrive et qui lui dit je suis pas d'accord avec toi. Une troisième qui dit qui est ultra violente et qui insulte l'autre. Et finalement, la conversation quasiment s'arrête là. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de progression, etc. Et ça, c'est la très grande majorité des conversations qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est donc la très grande majorité des conversations qu'absorbera n'importe quelle IA. Et qu'est-ce qu'elle se dira ? Les humains sont un peuple belliqueux, et quand on a une opinion, il faut pas la discuter, il faut l'imposer aux autres, etc., etc. Et c'est là que je dis, nous, on a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. On a peut-être besoin d'être plus actifs sur Internet, de pas accepter ce genre de relations, etc., etc. Et donc, si tu es pas sur les réseaux, si tu préfères ne pas rentrer dans les conversations, comme moi parfois d'ailleurs, où à un moment je me dis mais ça sert à rien, j'arriverai jamais à convaincre cette personne, etc. Je pense qu'on fait une erreur. Je pense que le minimum qu'on doit faire, c'est donner des exemples positifs et puis d'essayer de donner un maximum de couleurs positives à notre humanité en discutant, en échangeant avec les autres et les autres. Et voilà. Et je voudrais, sur cette partie sur l'IA, c'est un sujet quand même assez sérieux, m'adresser à toi, tes managers, tes chefs d'entreprise. Donc, t'es quelqu'un qui a de l'impact autour de toi. Et avec le web, ça n'a jamais été aussi simple d'être acteur de la société, de la future société. Moi, en faisant cet épisode, j'espère que j'en ai fait ma part, en te disant mes arguments, que je suis prêt à discuter d'ailleurs, que ce soit sur le forum ou dans les mails, etc. J'estime que j'en ai fait une part en diffusant mon message, puis aussi en diffusant, en te proposant d'aller regarder cette vidéo. Et moi, ce que je te conseille, c'est déjà de diffuser le message, que ce soit le mien ou celui de Mo Gaudat, autour de toi, juste pour montrer à ton entourage que l'avenir de l'être humain, il est assez simple. Il est d'essayer de faire le bonheur de son voisin. Et je trouve que c'est la meilleure manière de rendre la société plus chouette. Alors maintenant, je vais te parler de moi 2 minutes, parce que en fait, cette vidéo, elle m'a sacrément impacté. Je l'ai regardée plusieurs fois. Ça m'a vraiment touché. Je vais pas revenir là-dessus. Mais en plus, ça m'a donné un sujet de réflexion sur moi et ma mission. En fait, je te le disais juste avant, j'ai envie de parler de Mo parce qu'il a eu, en quelques vidéos que j'ai regardées, en quelques livres que j'ai lus, un énorme impact sur moi. On a des choses en commun dans notre histoire. Il a perdu un enfant, moi aussi. Quand il décrit la perte de son enfant, moi je me reconnais complètement dans les réactions qu'il a eues
Et les réactions que moi j'ai pu avoir, qui n'ont pas forcément été comprises à l'époque, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais disons que c'est un des trucs qui m'ont touché chez lui, où je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, on a quelque chose en commun. Et en fait, ce type-là, je trouve qu'il a un objectif de vie qui est absolument formidable. C'est de rendre, très concrètement, 1 milliard d'êtres humains heureux. Ça, je te laisserai découvrir son projet, en utilisant la viralité et en utilisant les relations entre les gens. Et ce que j'aime bien chez ce mec-là, c'est qu'il étaye son discours et ses actions de manière scientifique, c'est un ingénieur, ce que je ne suis pas, et je trouve que ça le rend super intéressant, beaucoup plus intéressant que plein de mecs qu'on voit sur Internet, beaucoup plus intéressant que des dizaines de chefs d'entreprise qui, après avoir démontré une intelligence incroyable dans les affaires, se mettent à faire n'importe quoi, presque à régresser une fois qu'ils ont atteint, je dirais, le sommet de leur carrière. Et voilà, moi j'ai pas envie de devenir comme ça. Donc, il m'a fait aussi vachement réfléchir à ma mission à moi. Parce qu'en fait, moi je me suis toujours un peu demandé ce qui m'avait poussé à créer Outils du Manager. En fait, quand j'essayais de réfléchir là-dessus, je me disais, bah oui, c'est simple, moi j'ai été impacté par le management, ça m'a apporté plein de trucs dans ma vie professionnelle, ça m'a permis d'avoir une vie très équilibrée, ça m'a permis d'avoir beaucoup de bonheur au niveau professionnel, de la performance dans mes boîtes, etc. Donc, voilà, le truc c'était, mais c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi, j'ai envie de le diffuser. Ça, c'était simple et évident. Mais en fait, quand je pousse un peu, puis que je deviens peut-être plus âgé, grâce à des gens comme Mo, je comprends mieux ce qui m'anime. Et je me rends compte qu'avec ce que j'ai créé et développé, évidemment, mon objectif, ça reste le même. Ça reste d'aider des managers et des chefs d'entreprise à développer leur équipe ou leur boîte. Mais je pense que ça n'a jamais été aussi clair pour moi que ma mission, et celle d'Outils du Manager, c'est de rendre les managers et les chefs d'entreprise les plus heureux possibles. C'est de plus en plus mon or, le bonheur des managers et des chefs d'entreprise. Et là, je dirais que jusqu'à maintenant, je me t'ai jamais senti trop digne de cette mission. En tout cas, je suis même pas sûr que je l'avais formalisé dans ma tête, et surtout, je l'avais jamais dit. Et en fait, voilà, aujourd'hui, je le dis, et même en essayant d'être le plus réaliste sur moi-même, quand je fais le bilan de ma vie professionnelle et de manager, ben j'ai eu une vie jusqu'à maintenant, et je pense que ça va continuer, une vie très heureuse. Pourtant, j'ai eu des épreuves terribles à surmonter. Je te parlais de la perte d'un enfant, la fermeture d'une boîte, enfin des choses difficiles, mais jamais je me suis dit, mais j'ai pas une bonne vie. Et c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je viens de créer une formation sur la liberté. C'était un truc, je tournais autour vachement depuis un moment, je trouvais que c'était un sujet casse-gueule, que c'était pas forcément le sujet, qu'il était un peu dev perso, alors que moi c'est pas trop mon créneau. Mais voilà, j'ai décidé de le faire parce que d'abord j'avais envie de le faire, et puis ensuite parce que ça rejoint ce projet plus global et qui est beaucoup plus simple, qui est de rendre les gens heureux autour de moi, en utilisant la communauté que j'ai, et aussi en essayant de pousser les gens qui croient dans ce que je dis à le faire aussi dans leur environnement. Parce que c'est vrai, j'y avais jamais réfléchi comme ça, mais aujourd'hui, si vous êtes... Alors le podcast, voilà, il y a eu des années où on a approché le 1 million de téléchargements, je me dis que c'est super, mais je me dis que si toutes les personnes qui écoutent le podcast le diffusent encore plus et diffusent le bon message, voilà, ça va se propager très très vite. Déjà dans leur environnement professionnel, en rendant leurs salariés, leurs collaborateurs heureux, mais aussi peut-être leurs collègues et peut-être d'autres personnes de leur entourage. Et donc voilà, je me dis que voilà, mon projet, c'est ça. Alors, juste, je reviens 2 minutes sur la formation. C'est pas une formation au bonheur. Je pense que chacun a sa propre définition. Peut-être je le ferai un jour, mais en tout cas, c'est pas une formation au bonheur. En plus, le bonheur, ça dépend des âges. Hein. Moi, mes rêves de 20 ans, c'est pas mes rêves de 55 ans. Donc, c'est vraiment évolué. Par contre, ce dont je parle dans cette formation, qui s'appelle les 3 piliers de la liberté, c'est de la liberté. Et d'avoir une vie intentionnelle, et d'être capable de construire sa vie et d'aboutir à un moment où, je pense qu'on n'aboutit jamais, mais à se construire une vie la plus proche du rêve qu'on a fait pour soi-même. C'est ça le sujet de la formation, c'est la liberté, c'est pas le bonheur. C'est pas tout à fait la même chose. Bref,
De toute façon, c'est pas ça qui est important. Je trouve que, bah voilà, en une vidéo, je t'ai parlé d'intelligence, en ayant regardé une vidéo de ce type-là, bah j'ai eu envie de te parler d'intelligence artificielle, et je pense que c'est un sujet super important. Et puis, bah, ça m'a permis de clarifier mes objectifs de vie, et je trouve que quand, voilà, ton objectif, c'est bah, de rendre le plus de personnes heureuses dans ton environnement, bah, ça simplifie tout, ça simplifie plein de choix, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. C'était pas un journal de dirigeant habituel, je suis sorti de ma zone, je le regrette pas, parce que tu sais, quand on enregistre, on peut toujours décider de pas diffuser, ça m'est arrivé plein de fois, mais celui-là, je veux le diffuser, je pense que le message est important. Et en fait, ce qui compte maintenant, c'est comment toi, tu vas faire le bonheur des gens autour de toi, dans ta pratique du management, de la conduite d'entreprise, et du coup, comment tu vas influencer le monde qui nous attend. Et voilà, je voudrais, si tu veux bien, que tu réfléchisses à ça, et ça me ferait hyper plaisir que tu m'envoies des preuves, mais c'est pas le plus important. J'aimerais beaucoup recevoir des messages en disant « Ouais, ton message m'a touché, du coup je vais faire ça, ça ou ça ». Donc tu peux le faire en m'envoyant un mail, cédric@outildumanager.com. Mais le plus important, je pense, c'est que toi, dans ton coin, tu passes à l'action et que tu incites des autres à en faire autant. Je te souhaite une super semaine et je te dis à bientôt.